Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. 30e journée mondiale de lutte contre le sida. C'est ce samedi 1er décembre. Si des progrès considérables ont été réalisés, la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Selon l'ONU SIDA, sur près de 37 millions de personnes infectées, un quart ne le sait pas, d'où un accent particulier est mis cette année sur la connaissance de sa sérologie. Sécurisation du processus électoral. Une rencontre a regroupé hier les commandants préfectoraux et régionaux de la FOSE 2018. Composée de 8000 gendarmes et policiers, elle a pour mission de maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections de 2018. Au Burundi, Pierre Boyoya, visé par un mandat d'arrêt dans l'enquête sur l'assassinat de Mecho Ndadaye, l'arrestation de 4 hauts gradés de l'armée à la retraite le 24 novembre dernier, dont l'ancien chef de l'État a constitué un véritable coup de théâtre dans cette affaire. Deuxième partie du journal, invité. Plus d'une centaine d'acteurs impliqués dans le processus électoral étaient en séminaire en début de semaine sur la gestion du contentieux électoral. Il était question de mettre à la disposition des participants des textes de base qui leur permettraient d'avoir une même lecture en matière de saisine de la Cour. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Tagbe Kofi, juge et membre de la Cour constitutionnelle. Les autres rubriques de ce magazine pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. Le projet de loi sur les réformes constitutionnelles qui contient notamment la limitation du mandat présidentiel n'a pu être examiné hier par les parlementaires en raison du boycott d'une partie des députés de l'opposition. Du coup, l'examen des articles 59, 60, 100, 101 et 115 de la Constitution du 14 octobre 1992 a été renvoyé à une date ultérieure. La séance a donc été ajournée jusqu'à nouvel ordre, faute de quorum qui requiert les 4/5 d'Ahmad Ramani, président de l'Assemblée nationale. La conférence des chefs d'État recommande l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Alors, visiblement, nous n'avons pas ce quorum ce matin. Je vous propose, chers collègues, étant donné l'implication de la CEDEAO dans le projet de réforme, puisqu'il nous faut nécessairement, pour l'adopter, les 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Et comme nous l'autorise notre règlement intérieur, article 56, je demande l'ajournement de la discussion sur le projet de loi. Il faut rappeler que les députés étaient réunis pour le compte de la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. La communauté internationale célèbre ce 1er décembre la journée internationale de lutte contre le sida. Les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau mettent l'accent cette année sur la reconnaissance de son statut sérologique. Le dépistage est au centre de prévention et du traitement, d'où le souhait de l'ONU SIDA d'encourager les uns et les autres à connaître sa sérologie. Professeur Vincent Piché du secrétariat permanent du CNLS. Connaître son statut, c'est pour mettre l'accent sur le fait que les gens doivent se dépister et connaître le statut sérologique. C'est très important parce qu'en matière de prévention, on sait que quand les gens connaissent le statut, soit ils sont négatifs et donc ils font tout, prennent des mesures pour le rester. Et quand ils sont positifs, ils doivent rentrer dans le circuit de traitement pour qu'ils prennent les médicaments antirétroviraux pour leur propre santé d'abord, mais aussi pour éviter de transmettre le virus à leurs conjoints ou conjointes. C'est pourquoi cette année, c'est très important pour nous de mettre l'accent sur le dépistage et donc le thème « Connais-tu ton statut ?» Le lancement des activités au programme de cette journée ont eu lieu à Tongu, chef-lieu du Moyen-Mono. Outre la campagne de sensibilisation et le dépistage sur l'ensemble du pays, les régions maritimes des plateaux et de l'Aubin commune ont été ciblées pour les activités de cette 30e édition. Eugène Novon, président de la plateforme des OSC.
Il y aura des activités de sensibilisation, de mobilisation sociale autour des centres qui vont offrir des services de dépistage dans 3 régions. La région Lomé commune, la région maritime et la région des plateaux qui concentrent entre 70 et 75% des personnes vivant avec le VIH. Mais disons que les activités de la société civile ne s'arrêtent pas que dans les 3 régions. Les associations, les ONG dans les autres régions vont mener des activités de sensibilisation, de dépistage, de promotion de genre. Et puis ailleurs dans le monde, et notamment en France, malgré les campagnes de prévention, environ 6 000 personnes découvrent chaque année qu'elles sont infectées par le virus. Les homosexuels et les immigrés restent les 2 groupes les plus touchés par le sida en France. Angèle Moutondi. Au vu des chiffres, il semble que les plus de ces cantons soient moins touchés par le VIH que les autres. Reste qu'ils se font moins souvent dépister parce qu'ils auraient une perception du risque de contamination plus faible. Si des progrès considérables ont été faits en 30 ans, la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Selon l'ONU-SIDA, sur les près de 37 millions de personnes infectées, un quart ne le sait pas. Savoir, c'est pouvoir. Connais ton statut. Tel est le mot d'ordre martelé par l'ONU-SIDA qui présentait il y a quelques jours son rapport annuel à Abidjan. En 2018, dans le monde, l'agence onusienne estime à 9,4 millions le nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées, qui ne se font donc pas soigner et sont par définition de potentiels vecteurs de transmission. Savoir son statut sérologique est le départ de tout. Si 22 millions de personnes bénéficient aujourd'hui d'un traitement antirétroviral, il faut tout de même déplorer une baisse d'engagement financier dans beaucoup de pays dans la lutte contre le sida. Un programme de prévention appelé Argent et Soins a été mis en place dans plusieurs pays africains. Il s'agit de verser une somme allant de 1 à 10 $ par mois aux adolescentes qui poursuivent leurs études. Mais pour protéger les femmes, il faut aussi éduquer les hommes, rappelle le docteur. Opération Togo propre du premier samedi du mois, les Togolais n'ont pas dérogé à la règle. Munis de râteaux, de coupe-coupe et de balais, les Togolais et les populations d'Afwao, Gakli et d'Amadahome en particulier sont sortis massivement ce matin pour mettre au propre les abords de la nationale numéro 3 et le parc Union d'Unignon. Cette mobilisation n'a pas laissé indifférent le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, Abouka Kossi Agbenignon. La forte mobilisation ce matin est un signal fort que le peuple a choisi la voie du développement. J'ai rencontré ce matin un monde uni dans sa diversité pour remplir un devoir civique. Cette mobilisation signifie que nos populations ont désormais compris que lorsqu'il y a un devoir civique, il faut le remplir. Monsieur Abouka Kossi a profité pour sensibiliser la population sur le droit de vote qui est un devoir civique. Les données ouvertes ont fait l'objet hier d'une conférence à Lomé. L'ambassadeur de France, le PNUD, et le gouvernement togolais en sont les initiateurs. Théophile Dandakou. Les données ouvertes considèrent l'information publique comme un bien commun accessible à tous. C'est un système qui facilite la recherche, le développement socio-économique, le développement durable et le partenariat public-privé. Ces 4 avantages sont listés par Christina Martins-Berira, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Togo. Plus de transparence dans les actions publiques, un accès plus large à un grand panel d'informations, cartographie et données scientifiques, une importante création de valeur économique par le développement de nouvelles activités à partir des données ouvertes, une stimulation et plus de facilitation à la création de solutions innovantes par les startups. 2 types de données ouvertes existent, les open data et les big data. Damien Mama, représentant résident du PNUD au Togo. Les données ouvertes open data et les données massives au big data participent de la révolution des données qui sont un potentiel énorme pour le développement durable. Les données ouvertes permettent en particulier de démocratiser l'accès aux statistiques et pousser à plus de transparence
et de redevabilité de l'action publique. L'équipe des Nations Unies au Togo s'inscrit donc dans cette logique et cette dynamique. L'ambassadeur des USA au Togo, David Gilmour, a relevé le défi du Togo en ce qui concerne les données ouvertes. Le gouvernement doit régulièrement publier les données et constamment en améliorer la qualité et leur accès. Le gouvernement devrait s'efforcer de créer un écosystème d'utilisateurs de données, de codeurs et de développeurs d'applications et de créer de nouvelles entreprises axées sur les données. Je crois qu'au Togo, le gouvernement joue déjà ses rôles. À l'ouverture de cette conférence, la ministre en charge de l'économie numérique, Sina Lawson, a rappelé les efforts du Togo à propos des données ouvertes. À ce jour, la mise en place des 4 composantes de l'écosystème digital est effective. Les contributions pertinentes des parties prenantes nous permettront de progresser de façon sereine et cohérente sur ce vaste chantier. La foire internationale de Lomé a entamé sa deuxième semaine ce samedi. Une course de la foire et des communications du groupe Togocom ont marqué la journée. Dans les pavillons, les exposants continuent d'attirer les clients. C'est le cas de ce concepteur d'appareils et d'ampoules qui permettent de surveiller son domicile, même étant en voyage. Vous êtes sur le stand des établissements Gélouse, dans la rotonde du pavillon Mono. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement d'insécurité immédiat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand notre travail nous éloigne de la maison, et même au travail, on a envie de savoir ce qui se passe à la maison. Donc, nous avons ramené des ampoules avec caméra intégrée qui vous permettent de savoir ce qui se passe dans votre environnement, même en étant loin de votre domicile ou de votre lieu de travail. Cette ampoule a un système Wi-Fi avec lequel vous pouvez communiquer directement avec votre portable pour piloter les images, ou si vous avez Internet à la maison, on le paramètre à travers le routeur, ce qui vous permet même à l'extérieur du pays d'avoir toujours des images de votre environnement immédiat, à la maison ou au service. Bon, à part ça, nous avons aussi des caméras de surveillance, toujours des caméras Wi-Fi avec le système NVR comme enregistreur. Nous avons 2 types. Il y a un type, l'enregistreur a déjà un écran monté dessus et un second sans écran. Bientôt, les Togolais centrafricains détenteurs de passeports diplomatiques, de services et ordinaires n'auront plus besoin de visa pour un court séjour de 90 jours dans l'un ou l'autre pays. L'information a été donnée hier par le consulat de la République centrafricaine pour rendre public l'accord de coopération signé entre la Centrafrique et le Togo en matière d'exemption de visa pour les 2 peuples. Marie-Thérèse Zungula Akibode, consul de la République centrafricaine au Togo. Nous avons beaucoup de Togolais qui sont commerçants en Centrafrique. Avec cet accord, ça va leur permettre encore de développer leur commerce. Exemption de visa, c'est tout simplement la suppression de visa. Ce visa qui souvent bloque les gens dans leurs activités, dans leurs déplacements. Mais une fois que tout doucement, on arrivera à la suppression totale de visa, la libre-échange se fera et l'intégration africaine deviendra de plus en plus effective. Cette sortie médiatique de Madame le Consul intervient à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de son pays. La communauté Tidjania au Togo a imploré hier Allah pour la paix et la sécurité avant, pendant et après le scrutin législatif du 20 décembre prochain au Togo. C'était au cours d'une grande prière musulmane dite à la mosquée El Hadj Ahmad à Tokoin Forever. La prière a eu lieu en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yak Damham et de Acha Deji Afo, vice-président UNIR chargé de la région centrale. Amara Moussa. Cette grande prière d'intercession, de louange et d'invocation à Allah pour la paix et pour les législatives apaisées a été dirigée par Cheikh Salissou Chaban, imam d'Accra. Dans les prières d'intercession, plusieurs dignitaires musulmans ont demandé à Allah de bénir le Togo, ses fils et filles et leurs dirigeants. Ils ont ensemble invoqué Allah pour qu'il sème l'entente entre les protagonistes de la crise qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017. Imam Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo.
Notre pays traverse une situation d'épreuve. Et vous savez, en tant que croyant, la communauté musulmane et l'Union musulmane ne peut pas rester indifférent face à la situation. Et en tant que croyant, notre devoir, notre contribution, c'est d'invoquer Allah. C'est de s'adresser aux protagonistes, d'aller à la retenue, tous. Et nous avons prié Allah le Tout-Puissant, qu'il apaise les cœurs, qu'il fasse que les protagonistes politiques puissent s'entendre pour le bien de ce pays. Nous avons prié Allah le Tout-Puissant, c'est lui qui est le détenteur de la paix, de la sécurité, qu'il fasse régner la paix dans notre pays et qu'il fasse de ce pays un pays heureux. Comme à chaque prière musulmane, les fidèles d'Allah ont procédé aux invocations après une récitation collective du Saint-Coran. Les travaux du 6e synode de l'Église du christianisme céleste du Togo ont été lancés hier à Lomé. Les participants venus de toutes les régions du pays vont pendant 2 jours revisiter les textes qui régissent leur Église et en juger des faiblesses et des forces pour un saut qualitatif dans l'avenir. Révérend prophète, pasteur Adetola Bello, chef de l'Église. Nous sommes au 6e synode de l'Église du christianisme céleste du Togo pour pouvoir essayer de travailler, de faire beaucoup plus dans l'amélioration de l'avancée de tout ce que nous faisons depuis 6 ans. Nous rentrons dans la 7e année. Dieu nous aidera quand même d'avoir une maturité. 6e synode sur l'unification de l'Église. Nous appelons tous les frères de se joindre à nous, de 2, pour le développement et la formation surtout de nos responsables, nos pasteurs, nos prophètes et autres. Chakbira Adji David, journaliste à Radio Lomé, est devenu depuis hier docteur en sociologie. Il a obtenu à Lomé après la soutenance de sa thèse sur le thème « Enjeu de la mutation des médias publics togolais à l'ère de la mondialisation ». Yao Kamake. Fonctionnaire à Radio Lomé, chef section publicité marketing partenariat, Chakbira Adji portera désormais et pour toujours le titre de docteur, notamment docteur en sociologie de la communication et de l'information. Il en a été jugé digne avec la mention très honorable par un jury rompu à la tâche. Monsieur Chakbira Adji, ce jour vous avez soutenu à l'Université de Lomé votre thèse en vue de l'obtention du grade de docteur. Le jury, à unanimité, a décidé de vous attribuer la mention. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle mention vous voulez? La mention très honorable et les félicitations du jury. Les 5 membres du jury à l'unanimité ont reconnu la qualité du travail de l'impétrant en respect des normes académiques, de même que le courage et l'audace qui font le mérite du chercheur. Anna Tekoume Allo, co-directrice de la thèse. C'était pas évident par rapport à la complexité du sujet que je viens de souligner, mais en même temps, c'était pas évident pour lui de mener ce travail de recherche tout en assumant des responsabilités professionnelles et administratives. Je lui tire mon chapeau, je voudrais le féliciter publiquement. Vous savez, le travail de recherche, la rédaction d'une thèse, c'est une autre école qui a beaucoup d'exigences et il a su relever le défi. S'agissant du travail proprement parlé, c'est un sujet effectivement pertinent et d'actualité. Les enjeux de la mondialisation des médias. Une fois ce grade de docteur obtenu, Chakbira Adji a reçu sa toge, symbole parlant de l'appartenance à la classe des docteurs, un moment pathétique qu'il n'a pas caché. C'est un sentiment de satisfaction parce que le parcours est un long parcours et aujourd'hui nous avons vu le fruit de nos efforts être couronné et nous nous réjouissons de cela. Mais quand on parle d'enjeu de la numérisation des médias publics à l'ère de la mondialisation, aujourd'hui vous savez que le monde est numérique, tout ce que nous faisons c'est miniaturisé et les médias publics doivent s'inscrire dans ce cadre-là. Toujours soutenance de thèse, pour une première fois au Togo, un étudiant handicapé visuel a soutenu sa thèse de doctorat à Lomé, placée sous le thème des facteurs explicatifs de faible inclusion des apprenants handicapés dans le système éducatif au Togo. C'est un document de 290 pages structuré en 2 grandes parties. L'étudiant Asmanou Bouraima a su défendre sa thèse. Il a eu mention très bien.
Au Burundi, Pierre Bouyouya, l'ancien chef de l'État, est désormais dans le collimateur de la justice de son pays. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre lui. Il est recherché dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Angèle Ontonji. 25 ans après l'assassinat de Melchior Ndadaye, 4 hauts gradés militaires ont été arrêtés le 24 novembre dans le cadre de cette affaire qui a constitué un véritable coup de théâtre. Après ces arrestations, le procureur général avait annoncé que plusieurs autres personnes étaient recherchées. Hier, le ministère public a publié une liste de 17 personnes qu'il souhaite interroger et à l'encontre desquelles ont été émis des mandats d'arrêt internationaux pour que les pays qui les hébergent puissent les arrêter, les extrader au Burundi. En tête de cette liste figure donc le nom de l'ancien président. Notons que l'assassinat du président Melchior, 4 mois après son arrivée au pouvoir, avait plongé le Burundi dans la guerre civile. Le Niger a décrété hier l'état d'urgence près de la frontière avec le Burkina Faso, souvent victime d'attaques meurtrières de groupes terroristes. Mi-novembre, 2 gendarmes avaient été tués et un autre blessé lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un poste de gendarmerie à Makanoudi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey. Un prêtre italien qui vivait depuis 11 années au Niger y avait notamment été enlevé le 17 septembre par des hommes armés venus sur des motos à son domicile. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA, d'Emmanuel Macron a célébré hier son premier anniversaire à Paris. Au menu, discours, table ronde et débat sur la nouvelle relation que le président français entend tisser avec les pays africains. Un an après une première conférence de presse de présentation, le CPA dressait un premier bilan de son action. Deuxième partie du journal, invité du journal. La Cour constitutionnelle du Togo a organisé en début de semaine un atelier sur le contentieux électoral. La rencontre qui a regroupé pour 2 jours les acteurs impliqués dans le processus électoral entend amener les participants à connaître les attributions de la Cour afin de mieux la saisir. Pour nous en parler, Hélène Assabi a reçu M. Tagbe Kofi, juge et membre de la Cour constitutionnelle. Bonjour, juge Tagbe Kofi. Bonjour, madame. Vous êtes membre de la Cour constitutionnelle et la Cour a organisé cette semaine un séminaire sur le contentieux électoral. Dites-nous dans quel cadre se situe cette rencontre. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez pour expliquer aux auditeurs ce que la Cour fait de temps en temps. D'une manière générale, à l'approche des élections, la Cour organise des séminaires de sensibilisation pour que tous les acteurs impliqués dans le processus puissent avoir la même compréhension de ce que la Cour fait, précisément les attributions de la Cour, notamment la gestion du contentieux électoral qui revient très souvent. Donc c'est un séminaire de sensibilisation, d'information pour que tous les acteurs soient au même niveau de compréhension des différents textes qui régissent le processus électoral. Et à l'issue de ce séminaire, est-ce que les objectifs poursuivis par la Cour ont été atteints? Oui, nous espérons ou bien nous avons foi que ce que nous avons pu apporter comme information a servi ou bien serviront à édifier les différents acteurs pour les éclairer dans la conduite de leur activité ou bien dans la saisine de la Cour ou bien dans tout ce qu'ils vont faire pour que le processus puisse aboutir au mieux dans l'intérêt de tout un chacun. Nous savons tous que ce séminaire est organisé dans le cadre des élections législatives. Quel est le rôle de la Cour constitutionnelle dans les préparatifs de ce processus électoral? La question telle que posée renvoie aux attributions de la Cour constitutionnelle aux différentes étapes du processus électoral. Et ce processus, au niveau de la Cour, nous la mettons ou bien nous la classons en 2. Il y a la phase préélectorale et la phase post-électorale. Mais pour être plus précis ou bien être clair pour que tout un chacun puisse comprendre, nous dirons que le processus électoral comprend plusieurs étapes. Et le processus commence d'abord par la confection de la liste électorale
surtout en période électorale, parce que même en dehors de la période électorale, on peut toujours procéder au recensement. Donc, il y a d'abord la confection de la liste électorale et la distribution des cartes d'électeurs. Et ces deux phases peuvent être combinées. Donc, à ce niveau, la Cour n'intervient pas. C'est la CENI et le juge judiciaire qui sont compétents en la matière. Et ensuite, la convocation du corps électoral. Donc, sur proposition de la CENI, le gouvernement prend un décret et fixe la date de l'élection. Là non plus, la Cour n'a aucun rôle à jouer. Mais il y a la déclaration de candidature. Au niveau de la déclaration de candidature, la Cour intervient pour pouvoir valider les candidatures. C'est un contrôle de régularité pour s'assurer que les impétrants, tous ceux qui ont envie ou bien ont postulé à être candidats, remplissent les conditions requises pour être candidat. Et à l'occasion, nous avons publié le samedi passé la liste des électeurs et on a eu à constater que sur une liste, il y a un candidat qui a moins de 25 ans. Donc il n'a que 23 ans, donc il n'a pas l'âge requis pour être candidat. À partir de ce moment, sa liste a été invalidée. Voilà plus ou moins ce que nous faisons au niveau de la déclaration de candidature. Après cela, il y a la période de campagne électorale. Là aussi, la Cour n'intervient que de façon subsidiaire parce que c'est la CENI, assistée de la RAC, qui sont compétentes en la matière pour le bon déroulement de la campagne électorale. Mais la Cour intervient lorsque certains droits fondamentaux sont violés. Là, on nous saisit. Mais d'une manière générale, la Cour interviendra au moment du règlement du contentieux. Donc, le jour du scrutin aussi, la Cour intervient et envoie des délégués sur le terrain qui observent le bon déroulement du scrutin pour pouvoir lui rendre compte afin qu'au moment du règlement du contentieux, elle puisse en tenir compte aux besoins. Il y a ensuite la proclamation des résultats provisoires par la CENI et après cette proclamation provisoire par la CENI, tout le dossier du scrutin est transmis à la Cour et la Cour, à ce moment-là, conformément aux dispositions du Code électoral, procède à la vérification des résultats, règle les cas de contentieux et enfin proclame les résultats définitifs. Voilà d'une manière sommaire ce que la Cour fait au niveau des différentes étapes du processus électoral. À vous entendre, on comprend que la Cour intervient plus lors des contentieux électoraux. Quand parle-t-on de contentieux électoral? Merci bien. D'une manière générale, il y a contentieux lorsqu'il survient un conflit, un litige non réglé entre deux ou bien un groupe de personnes. En matière électorale, il y a contentieux lorsqu'il y a une contestation des élections, qu'il y a litige électoral. Il y a le contentieux de la régularité du scrutin. On peut dire qu'il y a eu des fraudes et ensuite on peut contester aussi les résultats proclamés pour dire que peut-être on a attribué plus de voix, les voix de tel à un autre. À partir de ce moment, la Cour intervient pour apprécier s'il y a vraiment irrégularité ou bien si la comptabilité n'a pas été bien tenue au niveau des chiffres. On sait que la Cour intervient en cas de contentieux électoral. Maintenant, comment faire pour la saisir quand il y a contentieux? Qui peut saisir la Cour en cas de contentieux électoral? Qui peut saisir la Cour? Le problème ou bien la question fait toujours débat. Les gens sont insuffisamment informés. Mais la question est réglée par l'article 142, alinéa 2 du Code électoral. Et au terme de cet article, étant donné que nous sommes dans le cas du scrutin législatif, ceux qui peuvent saisir la Cour, ce sont les candidats. Généralement, c'est celui qui est en tête de liste. Mais au jour d'aujourd'hui, la Cour accepte que tous ceux qui sont sur la liste puissent saisir la Cour pour contester un scrutin. Mais ceux qui saisissent, vous ne pouvez saisir que dans la circonscription électorale dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas saisir pour le compte d'autres listes. Donc, chaque liste peut saisir pour contester le scrutin dans sa circonscription électorale. Et celui qui n'est pas candidat, un chef de parti politique, ne peut pas non plus saisir
la Cour. Juge Tagbe, dites-nous, lorsqu'il s'agit des élections législatives, le candidat a combien de jours pour saisir la Cour? En matière d'élections législatives, le candidat a 5 jours. 5 jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Il ne faut pas saisir avant la proclamation, auquel cas la requête est rejetée comme étant prématurée, ou lorsqu'on saisit plus de 5 jours après la proclamation, la requête est rejetée pour forclusion. Donc il faut saisir dans les 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats provisoires par la CENI. Et quelles sont les conditions que doivent remplir le candidat, les dossiers à fournir s'il veut saisir la Cour? Il n'y a pas un dossier extraordinaire. Lorsque vous vous prévalez d'une allégation, lorsque vous prétendez que dans tel bureau de vote ou bien dans telle circonscription électorale, il y a eu fraude ou bien il y a eu telle ou telle irrégularité, il faut pouvoir adosser les allégations à des preuves, à des éléments de preuve. Donc la requête, d'une manière générale, s'agissant de la saisine de la Cour, la requête doit être écrite et signée du candidat lui-même. La requête doit préciser la circonscription électorale. La requête doit préciser les tests, l'irrégularité dont on se prévaut. Et comme nous le disions tantôt, il faut pouvoir administrer la preuve de l'allégation qui a été faite, plus précisément, de l'irrégularité évoquée. Est-ce que la preuve, par exemple, peut émaner d'une organisation internationale ou bien la preuve doit venir du candidat lui-même? La preuve doit venir nécessairement du candidat. Parce que d'une manière générale, tous ceux qui sont des observateurs internationaux n'ont aucun lien avec la Cour. Et ce qu'ils font, ils le font dans le cadre de leur observation et que nous pouvons dire d'une manière politique. Et ça n'a aucune portée juridique. À partir de ce moment, celui qui se prévaut d'une irrégularité doit pouvoir lui-même faire la preuve de son irrégularité ou bien de l'irrégularité constatée, et non faire recours à un rapport établi par d'autres organismes ou bien ONG intervenant dans le processus. Quand la Cour prend une décision, est-ce qu'on peut faire recours? Est-ce que le candidat a la possibilité de faire recours? Non. La Cour, comme le dit l'article 99 de la Constitution, est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. À partir de ce moment, et conformément à l'article 106, toujours de la Constitution, la décision rendue par la Cour est sans appel. Il n'y a aucune possibilité de faire un recours. À partir de ce moment, cette décision s'impose à tout le monde. Ok, merci beaucoup, juge Tagbe Kofi. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oh, c'est moi qui vous remercie. La Cour est contente toujours lorsque l'occasion s'offre d'expliquer à nos concitoyens ce que nous faisons. Parce que nous avons constaté qu'il y a une absence d'informations sur la Cour. Les gens ne sont pas suffisamment informés, ce qui fait que la Cour est plus critiquée. Donc, nous vous remercions pour l'occasion que vous nous avez offerte d'expliquer ce que nous faisons. Merci beaucoup. Écho du Palais, 30 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA, c'est la peine requise contre 3 frères accusés d'homicide volontaire. Voici le récit des faits avec Hélène Assabi. Le nommé Michel, géomètre, topographe de profession, avait quitté son domicile dans la journée du 26 septembre 2009, mais n'est plus revenu. Le lendemain, très inquiet, les siens se mirent à sa recherche et ont finalement appris que, le jour de sa disparition, il avait dit vouloir se rendre à Zanguera-Clémé pour un rendez-vous très important. Les membres de la famille de Michel se sont donc rendus dans la localité où ils rencontrèrent le chef qui avait dit ne détenir aucune information au sujet du disparu. À peine l'équipe de recherche amorçait le chemin de retour que certains riverains lui signalèrent avoir vu Michel la veille dans ce village en compagnie de Kofi, un des fils du chef. Mais ce dernier affirma n'avoir pas vu le géomètre. Cependant, des renseignements poussés permirent quelques jours après d'interpeller Kofi.
Et à l'issue de plusieurs interrogations, il a fini par reconnaître que ce fut lui qui avait donné la mort au géomètre sur un chantier à Zanguera-Clémé, précisant l'avoir fait avec son jeune frère Djiné ainsi que les nommés Kodjo et Komi. Il a précisé qu'il avait commis ce crime dans le but de camoufler une affaire d'accaparement de terre dont la victime était au courant. Ainsi, le 2 octobre 2009, la police judiciaire a effectué une fouille sur les lieux du crime et a effectivement découvert le corps en putréfaction du géomètre, sommairement enterré, pieds et mains liés. Les 3 frères Kofi, Djiné et Sodjiné, qui avaient pris la fuite, furent interpellés et accusés d'assassinat. Devant la cour d'assises en mars dernier, ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une amende de 50 millions de francs CFA à payer à la famille de la victime. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les 2 autres accusés, Kodjo et Komi. Maître Yodo Ankou, avocat défenseur, pense que ses clients ne méritaient pas cette peine. Le ministère public qui avait requis 20 ans, on condamne votre client à 30 ans, c'est normal que vous soyez dans tous vos états. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais quelle est leur part? Parce qu'aucun élément, aucun certificat médical du médecin qu'on dit avoir assisté à l'exhumation du corps, comment le corps s'est présenté, comment est-ce que la personne est décédée, on ne le sait pas. C'est ces éléments qui doivent permettre à la cour de décider. Ils n'ont pas ces éléments au dossier. Les dés sont jetés pour le compte des élections législatives du 20 décembre prochain. Pendant que certains partis affûtent leurs armes pour prendre part à ce scrutin, d'autres appellent sans cesse leurs militants à des manifestations de rue et au boycott. Et la CEDEAO joue à l'arbitre en invitant les protagonistes de la crise à la retenue et au respect de la feuille de route de l'organisation sous-régionale. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Déterminée à appliquer sa feuille de route, la CEDEAO recadre la classe politique, titre Flambeau des démocrates. Publiant le communiqué de la CEDEAO dans ses colonnes, le grand quotidien national Togo Presse rappelle que les facilitateurs et la commission de la communauté réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet dernier. Le journal relaie également que la conférence des chefs d'État et de gouvernement condamne tout recours à la violence et appelle les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir en toutes circonstances d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Une sortie qui fait suite à l'appel de la C14 à de grandes manifestations les 29 novembre, 1er et 3 décembre. De l'impérieuse nécessité de protéger les droits des non-manifestants, nous dit le messager. Manifestations politiques et appel au désordre, la CEDEAO met en garde les instigateurs, renchérit Ouara les vainqueurs. Selon la Nouvelle Tribune, l'organisation sous-régionale joue son rôle d'alerte et de prévention des risques d'implosion. Les facilitateurs de la commission de la CEDEAO rappellent tout le monde à l'ordre, précise Togo Matin. L'hebdomadaire Ouara les vainqueurs indique que le parti politique UFC est satisfait des termes de ce communiqué. La ligne politique de notre parti, c'est d'aboutir à une alternance pacifique par les voies du dialogue en utilisant la méthode de préservation du conflit, cite l'hebdomadaire dans ses colonnes. Le libéral lui trouve que la C14 joue à un jeu dangereux en appelant à la rue pour dire stop au processus. Tenter d'empêcher l'organisation des élections est un jeu dangereux qui peut exposer les auteurs à des poursuites judiciaires, prévient cette parution. Togo Matin lui rappelle que le PNP, membre de la C14, promet un déluge. Le gouvernement laissera-t-il ce déluge s'abattre sur le Togo, s'interroge l'éveil de la nation. Pour le bi-hebdomadaire, l'autorité publique doit se sentir préoccupée pour protéger le droit des manifestations et le droit de ceux qui ne manifestent pas. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour encadrer de manière professionnelle les marches et maîtriser les éventuels fauteurs de troubles, exhorte l'évêque de la nation.
Pendant ce temps, le processus électoral suit son cours normal. Législative du 20 décembre, la HAC, la CENI et la Cour constitutionnelle en éveil, écrit Le Messager à sa une. Le journal poursuit, la HAC, en plus des formations qu'elle organise sur toute l'étendue du territoire à l'endroit des professionnels des médias, a signé également le Code de bonne conduite qui invite les médias publics et privés au traitement impartial et équitable des activités des candidats. La Cour constitutionnelle, elle aussi, a organisé un atelier de formation à l'intention des acteurs impliqués dans cette élection, précisément les partis politiques qui ont fait acte de candidature, afin de leur permettre de s'imprégner des textes sur le contentieux électoral. Et la CENI, chargée de l'organisation et de la supervision des élections, donne des garanties de transparence. La CENI et la Cour constitutionnelle peaufinent les derniers réglages, confirment l'éveil de la nation. Tout se précise donc pour les législatives du 20 décembre, conclut le quotidien privé Togo Matin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, magazine pluriel de ce samedi 1er décembre 2018, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.